C'est un petit livre passionnant qui nous invite à regarder le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit, dont on va parler à présent, Notre déni de guerre, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Bonsoir Stéphane Audouin-Rousseau. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes historien, grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, directeur d'études à l'EHESS, et c'est une idée ancienne, lointaine mais très tenace, dont vous retracez l'itinéraire, l'idée que la guerre ce serait finie, l'idée qu'elle serait derrière nous, éradiquée. C'est ce que vous appelez notre déni de guerre. Comment vous le définissez, ce déni, précisément ? Le déni, c'est de savoir quelque chose en le refusant en même temps. Donc c'est une opération mentale compliquée, mais très résistante. Et en ce qui concerne la guerre, ça fait très longtemps que l'Europe en particulier cherche les moyens, au fond, d'éradiquer effectivement la guerre, des relations entre États. Et au XXe siècle, il y a un moment où nous avons cru y parvenir, c'est après 1918, où nous avons pensé que nous avions tué la guerre, et d'ailleurs beaucoup de Français en particulier pensaient faire la guerre pour pouvoir l'éliminer, détruire ce mode d'action. À chaque nouvelle guerre, on a pensé que c'était la dernière. Oui, et surtout après 1945, nous avons pensé atteindre enfin, en Europe en tout cas, ce modèle, au fond, qui était... Il y avait quand même la guerre froide. Oui, mais la guerre froide, moi, je me souviens de cette époque, parce que je suis très vieux, mais moi aussi, peur de la guerre. Moi aussi, rassurez-vous. Mais néanmoins, en Europe, comme on le sait, la guerre froide est restée froide. Bon, dans les années 50, quand Raymond Aron écrit Les guerres en chaîne, en 1951, il ne sait pas si la guerre froide est un moyen d'éviter la guerre ouverte, ou bien si elle va... la guerre froide va, au fond, déboucher sur la guerre ouverte, qu'elle est juste le prélude. Mais il me semble qu'entre 89 et 91, 26 décembre 91... La chute du bloc soviétique. La fin de la guerre froide, la chute du bloc soviétique, du pacte de Varsovie, la fin de l'histoire. et la fin de l'URSS elle-même. C'était un des événements inouïs. C'était vraiment une séquence de bonheur politique, en fait, pour nous, nous avons vraiment cru à ce moment-là que nous avions enfin atteint ce stade d'éradication de la guerre. Alors vous écrivez justement, après donc la chute du mur, etc., la fin de l'URSS, que comme les pacifistes, nous n'avons cru que si nous ne désignions aucun ennemi, personne ne nous menacerait. Oui, j'utilise ici une citation assez célèbre, en fait, du philosophe politiste Julien Freund, qui en 1965 soutient sa thèse devant Raymond Aron, en particulier, et qui lance à son ancien directeur de thèse écoutez, comme tous les pacifistes, vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi, que donc, si vous ne le désignez pas, eh bien, il n'y aura jamais aucun problème, alors que c'est l'ennemi qui nous désigne aujourd'hui. Et je crois qu'on est exactement dans cette situation. Il y a un ennemi qui nous désigne depuis longtemps, et nous n'avons évidemment pas très envie d'être désignés. Nous avons tout fait comme s'il ne nous désignait pas. Depuis 2007, le fameux discours de Poutine, puis la Géorgie, puis la Crimée, etc. Nous avons constamment fait comme s'il ne nous désignait pas. Et ça, on s'est bouché les oreilles c'est ça, le et déni. On s'est caché les yeux. Et c'est un déni qui confine. Ce qui m'a passionné dans le livre, c'est que on peut l'appliquer à ce qui se passe depuis aujourd'hui et puis dans les mois et les années qui viennent de s'écouler. Parce que comme on ne veut pas voir que la guerre a repris son droit de cité, on pense qu'elle va s'arrêter ou que c'est trop irrationnel, que c'est pas possible, ça peut pas aller jusque-là, etc. Et c'est un effet très concret, c'est qu'on ne prend pas les mesures. On les prend tardivement, au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'effectivement, Poutine veut vraiment faire une vraie guerre et qu'il veut vraiment... si on continue le raisonnement, ça veut dire que ce déni est responsable des difficultés de l'Ukraine et probablement de sa défaite. C'est nos mentalités à nous, citoyens européens, qui ont déterminé la faiblesse de l'armée ukrainienne. C'est là qu'est notre très lourde responsabilité. Et c'est pour ça que si défaite de l'Ukraine il doit y avoir, comme malheureusement je le redoute, j'ai toujours été... Vous êtes très pessimiste dans le livre. Très. Et depuis longtemps. Mais je suis un fervent partisan de l'Ukraine depuis toujours. Mais malheureusement, la guerre, c'est une question de rapport de force. Et quand vous avez
prononcer un mot, je crois, décisif, irrationnel. Voilà. L'impression que, souvenons-nous de cette phase étonnante, ces 2 mois qui ont précédé l'attaque de la Russie du 24 février 2022, où tout ce qui comptait d'intelligence, le renseignement, la diplomatie, les universitaires bien entendu, les hommes politiques, les journalistes, nous disaient que Vladimir Poutine était un acteur social, un acteur politique plus exactement, trop rationnel pour prendre une décision aussi irrationnelle que la guerre. Et ça, pour un historien du premier conflit mondial, pour moi, c'était l'alerte. Alors justement, vous faites un lien entre la Première Guerre mondiale et la guerre en Ukraine. Je fais le lien Pourquoi entre ce qu'est le temps de guerre et le temps de paix. Expliquez-nous. Je veux dire que nous pensons généralement qu'il y a un temps unique dans lequel nous vivons. Oui, objectivement, il y a un temps unique, mais subjectivement, non. Il y a des temps qui sont séparés. Et le temps de guerre est un temps absolument séparé du temps de paix où les réactions, les décisions, la manière de voir le monde, d'agir, etc., sont complètement différentes du temps de paix. Or, il est clair, on le sait, on le comprend bien maintenant, que Vladimir Poutine, que le pouvoir politique russe était entré dans le temps de guerre bien avant que la guerre ouverte ne soit donc déclenchée contre l'Ukraine. Et nous n'avons pas voulu le voir. Alors, moi, je sais que l'histoire ne se répète pas, les historiens comme le en disent. 14. Mais justement, s'il fallait créer des correspondances pour nous ouvrir les yeux, est-ce qu'on serait plutôt en 14 ou est-ce qu'on serait plutôt dans les années 30 ? Laurent Geoffrin nous dit souvent « ça me fait penser » aux accords de Munich, cette guerre en Ukraine, 1938, des Sudètes... les essais de discussion avec Poutine. Oui. Voilà. Ouais. Je suis plutôt sur la ligne de Laurent Geoffrin sur ce point. Pourquoi ? Expliquez-nous. Mais où effectivement, nous avons pratiqué, au fond, depuis au moins 2007-2008, une politique d'appeasement qui ressemble beaucoup vis-à-vis de la Russie, beaucoup à celle des années 30. Le problème, c'est à quel moment, si nous sommes dans les années 30, jouons ce jeu qui est un jeu intéressant et en même temps qui peut être un peu trompeur, il faut savoir le reconnaître. Si on joue ce jeu de la transposition dans le temps, à quel moment des années 30 sommes-nous ? Est-ce que, comme vous le pensez, nous sommes au moment de Munich, c'est-à-dire dans un moment alors là très critique, et il est possible que nous soyons dans un moment très critique. Un an avant le déclenchement de la guerre. Où on céderait le Donbass comme ils ont cédé les Sudètes. Exactement. Ils ont eu le déshonneur, ils croyaient éviter la guerre, et ils ont eu les deux. Voilà, le déshonneur et la guerre. Exactement, on en est là. Ou bien est-ce qu'on est encore en 35 et on a donc encore du temps ? Ou en 36, on a encore du temps ? Ou est-ce qu'on serait même déjà après Munich ? C'est une question qui se pose. Mais pour un historien, si on joue ce jeu sur le temps, si on est avant 1914, alors là, ça change tout. Si on est avant 1914, où des puissances se trompent sur leurs intentions réciproques, et finalement ont peur de se faire prendre de vitesse, à ce moment-là, les pacifistes ont raison. Car il ne fallait pas, évidemment, entrer en guerre en 1914. L'erreur a été catastrophique. Le jeu des alliances après l'Europe s'est ruinée. l'assassinat Les grandes puissances européennes se sont ruinées les unes les autres, comme le pensaient, comme l'avaient prévu. Un certain nombre de pacifistes qui disaient c'est une décision complètement irrationnelle, et cette décision irrationnelle, elle a été prise. Mais là où les pacifistes ont raison avant 14, ils ont absolument tort dans les années 30. Oui. Aucun pacifisme n'est défendable, bien sûr, face au danger nazi. Alors, à quel moment sommes-nous dans le temps ? Vous voyez, ça, c'est une question évidemment très difficile à laquelle un historien ne peut pas répondre. Parce que pour pouvoir répondre, il faudrait connaître l'avenir. Pour répondre aussi, il faut pouvoir sortir du déni. C'est que le rapport de force n'est quand même pas le même. Pas du tout, évidemment. Entre l'Allemagne et la France en 14, il y a à peu près équivalence des forces, quoi. Entre les États-Unis et la Russie, il n'y a aucune équivalence de force. Et même entre l'Europe et la Russie, l'Europe reste quand même plus puissante. On compte le nombre de soldats, le nombre d'armements, etc. Par rapport à la Russie, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. S'il y avait un conflit armé, parlons pas de malheur, mais on n'irait pas jusqu'à Moscou. Mais non, évidemment. On gagnerait sur le terrain. C'est pas comme ça qu'on imagine évidemment les choses. Néanmoins, les armées européennes sont des armées juxtaposées en quelque sorte les unes aux autres. Il faut, elles ne peuvent être animées et être coordonnées que dans le cadre de l'OTAN et par le commandement américain. Si jamais mais si vous avez une offensive russe qui va au-delà de l'Ukraine,
Bon, là, il y aura une réaction, là, je suis sûr. On peut l'espérer. Néanmoins, et tout ce qu'on peut lire de la littérature, disons, géostratégique actuelle montre que si les Russes, par exemple, testaient dans les pays baltes, en Estonie, l'efficience de l'article 5 qui oblige évidemment les pays de l'OTAN à se soutenir les uns les autres, eh bien, il n'est pas certain. Il n'est pas absolument certain que notre réaction sera efficace. Et il n'est pas absolument certain que le commandement américain et la coordination américaine indispensable se mettraient en place. Donc, en fait, moi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt et d'inquiétude ce que disent de manière très convergente, finalement, les politiques européens, les responsables politiques européens, les chefs d'état-major. Alors, justement. On va l'écouter. Dont les propos sont extrêmement. Le chef d'état-major, Fabien Mandou, dans un instant, parce que c'est important que vous nous expliquiez comment on en sort de ce déni. Mais moi, ce qui me frappe, c'est aussi le mot. On est sorti de la guerre, elle est derrière nous, on a tous grandi là-dedans. Oui, et en même temps, le mot, il est partout. On est en guerre contre le Covid, on est en guerre contre le terrorisme, on est en guerre contre le narcotrafic. On est à la guerre hybride aujourd'hui. Mais cette dilution du concept que vous soulignez, vous avez bien raison de le souligner, cette dilution du concept, cette extension du concept est une manifestation du déni. C'est que si la guerre est partout, elle est nulle part. Si on peut appeler guerre à peu près le confinement contre le Covid, c'est qu'il n'y a pas de guerre, en réalité. C'est que la vraie guerre qui implique la violence, le déploiement de la violence et la létalité, c'est que la vraie guerre est absente. Vous montrez aussi dans le livre que les guerres, il y en a eu, les opérations extérieures en fait, de la France, ces guerres asymétriques qui se jouent dans les airs. On l'a vu au Sahel, on l'a vu aussi en Afghanistan. Et donc, on n'a pas compris ce qu'était la guerre aujourd'hui, même avec ce qui se passe dans les tranchées, la guerre des drones, la vie sans électricité à Kiev. Je crois que nous sommes tellement déshabitués de l'idée, de la possibilité même d'une guerre sur le sol européen, que la déprise de la guerre a été d'une telle profondeur dans nos sociétés que, au fond, ce qui se joue en Ukraine, si près de nous, à Kiev, à Kharkiv, ailleurs, eh bien... Avec des images de perte humaine, de la confrontation au sol. Absolument, mais l'idée que ceci pourrait nous arriver d'une manière ou d'une autre est encore, à mon sens, complètement à distance. Un point, si jamais, à mon avis, si jamais ça arrive, je ne pense pas que cette là, vous allez un peu vite. Attendez, je termine. Oui, non, je sais bien où vous allez aller. La résilience et le courage. Mais d'abord... Prenez l'exemple. C'est ce que dit Laurent. Prenez l'exemple des États-Unis qui étaient isolationnistes en 40, pendant les élections, Roosevelt, etc. Le jour où ils sont attaqués violemment, ils ne sont pas du tout démoralisés. C'est le contraire qui se produit. C'est totalement vrai. Et ils n'ont pas d'armée, ils en font une en un an. Ils ont une marine complètement déglinguée. Ils arrivent à gagner 6 mois plus tard. Donc les démocraties attaquées réagissent. Je suis absolument d'accord. Après tout, quand on voit nos sociétés d'Europe occidentale aujourd'hui, on se dit qu'elles ne seraient pas capables, effectivement, de supporter. Regardez le nombre de volontaires dans l'armée. Bien sûr, absolument. Ils ont ouvert le volontariat pour l'armée. Il y a eu 30 000 Donc vous personnes. pensez que la France est résiliente. Si elle était attaquée, elle serait courageuse. Je ne sais pas. Elle serait résistante. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'est pas possible de le dire à l'avance. Après tout, avant 14, à droite, à l'extrême droite, beaucoup de gens pensaient que la France ne serait absolument incapable de résister à la poussée d'un État, d'une armée, d'un État autoritaire comme l'Allemagne. Mais vous écrivez les émotions, les raisonnements et les priorités changent radicalement dans le passage du temps de paix au temps de guerre. Voilà, si le temps de guerre devait s'ouvrir pour la société française, que à Dieu ne plaise, j'espère vraiment, nous espérons tous que ça n'arrivera jamais. Si jamais ça devait se passer, nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment réagirait le corps social. Dire que nous le savons est une escroquerie, en fait. Alors, comment sortir du déni ? On va réécouter les propos du chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandou. C'était en novembre dernier, lors du Salon des maires. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Alors, expliquez-nous comment vous avez compris le choc qu'a provoqué ces propos. Je crois que c'était la première fois que était vraiment
jeté en quelque sorte au visage de l'opinion publique, à travers évidemment les images et les paroles qui ont été reprises partout, cette idée que la guerre était évidemment une activité létale, et qu'il n'y a pas de guerre sans la mort, et notamment sans la mort des jeunes. Parce que les enfants, il faut comprendre, bien sûr, les jeunes adultes. C'est ça dont parle le général Mandon. Alors, bien sûr, des jeunes adultes sous l'uniforme, on en a perdu pas loin d'1 millier dans les opérations extérieures depuis 1945. Mais dans des opérations extérieures, des professionnels qui dont c'était le métier, dans une société qui, depuis 1997, a rompu en quelque sorte avec le fait militaire. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3% de la population française qui a une expérience du fait militaire. Et donc, d'un seul coup, on dit, voilà. Et ça a provoqué... Une indignation quand même, assez large. Un scandale à l'extrême gauche, à l'extrême droite, et aussi des personnalités, disons, du centre, du bloc central, qui se sont indignées de tels propos. Personnellement, ils ne m'ont pas indigné. Mettons-nous à la place des Ukrainiens. Vous voyez, est-ce que ces propos sont indignes du point de vue des Ukrainiens qui combattent depuis 4 ans avec des pertes aussi lourdes, par exemple? Il me semble que inquiéter un peu l'opinion française, c'est un moyen tout de même de sortir du déni. Je crois qu'il faut que nous sortions du déni. Cette réaction, vous dites qu'elle était pas seulement politique, elle était culturelle. Ah oui, bien sûr. Parce que nous sommes affranchis de toute culture de la guerre, de toute culture du fait militaire. Nous ne savons plus, seule une minorité de Français sait ce que c'est que le port des armes, le port de l'uniforme, etc. Et donc, la guerre nous saisit comme un événement extérieur et nous n'avons plus aucune intimité avec elle. Réfléchissons que depuis le 19e siècle, chaque génération, jusqu'en 1945, savait qu'elle avait de bonnes chances de connaître la guerre et parfois d'en connaître 2 dans le temps d'une vie humaine. Mais ce qui s'est passé depuis 1945 est un changement radical. Est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur qui est la force chaque jour montante des 2 extrêmes? Parce que les 2 extrêmes sont hostiles à votre rhétorique, à votre regret. L'extrême droite dit, mais de toute façon, maintenant... encore des interventionnismes extérieurs, on n'a pas besoin, restons chez nous, occupons-nous de nos affaires, etc. Et l'extrême gauche dit, ça y est, c'est les ganaches, les militaires, les militaristes, tous ces généraux irresponsables qui vont aller nous faire tuer. Et alors, il y a tant de besoins dans la société, voilà. Bien sûr, absolument. Ces 2 forces jouent un rôle quand même. Évidemment. Et... au fond, c'est au fur et à mesure que l'inquiétude monte, car elle monte, et que des avertissements très nets nous sont lancés, selon lesquels, effectivement, maintenant, la possibilité augmente, en fait, actuellement, d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, de manière parallèle, les pacifismes s'affirment. Et ils s'affirment, moi, ce qui me frappe beaucoup comme historien, c'est qu'ils s'affirment dans des formes qui sont très proches, justement, de celles de l'expérience historique. Avec, et cette idée... mourir pour Danzig, ça c'était l'extrême droite. La vie des Sudètes ne vaut pas celle d'un seul Vigneron du Mâconnais, citation du secrétaire général des instituteurs, au moment de Munich. C'est-à-dire cette idée qu'on peut sanctuariser complètement le territoire national, ce qui se passe à côté, au fond, ce qui se passe. Ce que dit Mélenchon, d'ailleurs, il dit il faut arrêter d'être dans les alliances, non-alignement, et la Suisse, quoi. Pour sortir du déni, il y a les mots du chef d'état-major, puis il y a le service volontaire. Ça, c'est nouveau. Oui. Le service militaire volontaire. On va revoir les images d'Emmanuel Macron. C'était sur la base militaire d'Istres, lors des vœux aux armées. Écoutez le chef de l'État. L'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Voilà, donc réarmement, pour être un mot des années 30. Puissant, il faut... Un mot des années 30, ça ? Le mot de réarmement, oui, c'est un des grands mots des années 30. Le problème,
Vous le voyez bien. On Oui, parce qu'on avait accusé le Front populaire de ne l'avoir pas fait. Alors que c'est le Front populaire qui a lancé, le réarmement, et notamment les conditions financières et industrielles du réarmement. Réarmement et service volontaire. Oui, bien sûr. Militaire, est-ce que ça permet de sortir du déni? Peut-être, mais c'est tard. Vous vous rendez compte que ça fait 4 ans que la guerre d'Ukraine se déroule, bientôt 4 ans, qu'auparavant elle a été précédée de toutes ces années donc de menaces, depuis la Géorgie en 2008, la Crimée en 2014, l'insurrection téléguidée par la Russie du Donbass également en 2014, l'intervention aussi en Syrie en 2015 qui annonçait tant de choses et tant d'hostilité au fond à ce que nous sommes, à ce que nous représentons. Et en 2019, on a reçu encore donc c'est bien, mais c'est trop tard. Si vous voulez. Il y a une sorte d'inconscience, de refus de voir le réel, et nous nous retrouvons un peu dans la même situation que dans les années 30, c'est-à-dire un réarmement trop tardif. Il y a une question qui est pas simple, en fait. Si on prépare la guerre, est-ce qu'on la favorise? Parce qu'il y a un proverbe latin qui dit le contraire. Mais quand on voit 14 et 40, on l'a préparé en 14, on a fini par la faire. Et on ne l'a pas préparé en 40, et on l'a fait aussi. Donc les deux attitudes... Malheureusement, c'est un des grands arguments des pacifistes, c'est qu'il faudrait ne même pas y songer. Parce que le simple fait d'y songer et de prendre quelques précautions... La précipitation. Et d'avoir des armées. De prendre un certain nombre de précautions stratégiques, favorise déjà le conflit. Alors qu'est-ce que vous en pensez à la lumière de l'histoire? À la lumière de l'histoire, je pense que ce ne sont pas les armements qui provoquent la guerre. Et en 1914, en particulier, c'est l'angoisse d'être vaincu par l'adversaire, et d'être pris de vitesse par l'adversaire qui a suscité. Et puis c'est la certitude que l'adversaire veut vous détruire. Voilà. Sans revenir l'histoire en permanence, mais quand même, je voudrais vous interroger sur Donald Trump pour terminer. Si vous voulez. Puisque le concept d'allié est complètement en train de changer, puisqu'on a l'impression que Donald Trump préfère souvent la Russie à l'Europe. Est-ce qu'il y a du fascisme ou du néofascisme chez Donald Trump? Depuis la seconde élection, pas la première, la seconde élection de Donald Trump, et je l'ai dit à différents endroits, je suis persuadé que nous sommes confrontés avec le Trumpisme à une forme de fascisme américain. Pas évidemment dans la version originelle des années 20 et des années 30, mais il y a une dimension dans le Trumpisme qui n'est pas assez, je trouve, analysée. Une dimension révolutionnaire, une dimension révolutionnaire et subversive. Dans le fascisme, et c'est ce qui distingue le fascisme d'autres formes d'autoritarisme, même extrême, c'est cette dimension de révolutionnaire, cette dimension de subversion de l'ordre établi à l'extérieur et à l'intérieur. Avec un culte de la force. Le Trumpisme, me semble-t-il, en s'appuyant sur les foules contre les élites. Une foule, bien sûr, un chef, et puis cette dimension révolutionnaire. Et aujourd'hui, il me semble que de plus en plus d'experts viennent sur cette position, ce qui est une manière, je pense, de se montrer lucide face à ce que nous avons devant nous. Merci beaucoup. On s'arrête là. Merci Stéphane Audouin-Rousseau. Notre déni de guerre, ce déni, il a la dent dure, il est tenace, mais on peut en sortir. Vous êtes pessimiste, mais pas désespéré.